Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de haut vol qui décryptent l'actualité en toute liberté. Au menu de ce 429e numéro, catastrophe ferroviaire des ECA du 21 octobre dernier, les responsabilités sont établies. Camrail, responsable à titre principal de l'accident qui a ôté la vie à près de 80 personnes et blessé un demi-millier. L'État n'est pas exempt de tout reproche. Les résultats de l'enquête prescrite par le président de la République ont été rendus publics mardi dernier. Outre l'imputation des responsabilités, le communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République met en exergue les prescriptions du chef de l'État. Déblocage d'1 milliard de francs CFA en assistance complémentaire aux victimes, prise des sanctions appropriées contre les responsables de l'hécatombe, audit de la convention de concession Cameroun-Camrail, décryptage et portée du contenu du communiqué du 23 mai dernier dans cette édition de Scène de Presse. Également dans cette édition de Scène de Presse, vos rubriques habituelles, la revue de presse, le zooming sur les réactions des victimes directes et collatérales du train numéro 152. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. En dehors des plateaux télé comme ce soir, il est presque toujours aussi relax. Normal, Roger Ngonyom est un homme du monde, toujours entre deux avions et deux trains. Pour ce qui est des dossiers brûlants, notamment l'accident des ECA, il scrute le fond car un train peut en cacher un autre. Produit de la 33e promotion de l'ESTIC, Roger Ngonyom a été tour à tour reporter puis rédacteur en chef des revues Ici les gens du Cameroun et Ici les gens du Gabon. Ce spécialiste des dossiers brûlants aura certainement son mot à dire sur les coupables identifiés dans la catastrophe des ECA. On peut dire de l'invité que je m'en vais vous présenter qu'il a un train d'avance sur l'actualité chaude. S'il peut quitter son gilet pare-balles, il garde son treillis. Le journaliste de guerre est un habitué des terrains actifs. Et quand il faut aller glaner l'info sur les sites accidentés, Éric Benjamin Lamère est votre homme. Diplômé de la 28e promotion de l'ESTIC, le chef d'ex francophone du site web de la CRTV était l'un des premiers reporters sur le site de l'accident. Le prochain invité n'a jamais manqué de train en 26 ans et pour cause, l'expert a été cheminot, conducteur des trains à la régie Fercam puis à Camrail, ancien cadre chargé des ressources humaines à la Camrail, il est diplômé du centre de formation du CIF. Diplômé en mécanique auto, il a été réquisitionné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête du 21 octobre dernier. Pierre-Robert Fodjou est avocat, conseil en propriété industrielle et membre de l'Union internationale des avocats. Il est diplômé du 3e cycle de l'Université de Limoges. Maître Fodjou est membre de la très convoitée Commission médias et relations publiques de l'International Trademark Association. Son train-train quotidien, c'est la résolution des conflits et pour cause. L'expert est arbitre médiateur certifié de l'OMPI. Il est le fondateur du cabinet d'avocats Fodjou. Merci Christelle, nos invités sont tous là. Vous pouvez participer au débat sur notre page Facebook SDP officiel. Et maintenant, place nette au débat. Bonsoir Benoît Essiga. Bonsoir madame. Alors, à la suite de cette enquête, est-ce qu'on peut dire que le train numéro 152 était programmé pour dérailler dans le meilleur des cas ou programmé pour tuer dans le pire des scénarios? Peut-être pas pour tuer, mais enfin, tout ce qui s'est passé devait conduire à ce qu'il y ait une catastrophe, de toute façon. Quoi concrètement, quand vous parlez de Mais dans le communiqué du chef de l'État, je crois qu'en dehors du fait que le chef de l'État reprend synthétiquement toutes les défaillances qui ont été observées au départ du train, ainsi bien les défaillances humaines que les défaillances techniques,
tout cela conduit effectivement à ce que ce train, à tout le moins, était vraiment programmé pour avoir des problèmes quelque part. Surtout que nous connaissons ce tronçon de voie. Et quand on met ensemble toutes ces défaillances qui ont été décryptées, vous comprenez très bien que à ce niveau-là et surtout à cet endroit-là, on ne pouvait qu'avoir un problème très grave. Alors, lorsque vous parlez des causes, le communiqué fait par exemple état d'une vitesse excessive dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée à 40 km/h, mais le conducteur était à 96 000 km/h, non-respect des règles de sécurité, le train comportait de graves anomalies et défaillances, surcharge du convoi, utilisation d'une motrice dont le freinage était hors service. Alors, je voudrais que nous arrêtions, Monsieur Esiga, si vous le voulez bien, sur l'attelage et sur ce que vous appelez système de freinage inapproprié au contexte camerounais ou alors au rail camerounais. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les wagons dits chinois, les voitures dites chinoises, n'étaient pas conformes dans leur système de freinage à ce qui était généralement autorisé sur le chemin de fer du Cameroun. Parce que dans le chemin de fer du Cameroun, nous avons des voitures qui ont un freinage à semelle, des semelles fortes. Je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas embêter les téléspectateurs sur des questions techniques. Mais avec des semelles fortes, vous avez la possibilité d'absorber la trop grande chaleur et donc de pouvoir éviter aussi que les petites garnitures qui sont dans les disques qui devaient être freinés dans les voitures chinoises puissent se décoller, ce qui a été le cas d'ailleurs, ce qui était toujours le cas. Et donc, c'est tout cet ensemble de problèmes. Et on ne pouvait pas en fait penser à jumeler ces deux systèmes de freinage et penser que les choses allaient toujours aller bien. Je voudrais signaler que dès la réception de ces voitures, ce système de freinage a fait l'objet de beaucoup de dialogues entre le constructeur et Camrail. En clair, le problème est connu depuis fort longtemps. Depuis 2014, le problème est connu et les dérives à cet endroit précis sont très nombreuses. Alors, Éric Benjamin Lamère, il y a certes la responsabilité de Camrail qui est présenté comme le responsable à titre principal de cet accident ferroviaire, mais il y a également l'État qui est pointé du doigt dans ce rapport pour ce qui est de l'organisation des opérations de secours. Alors, vous qui étiez sur le terrain ce jour-là, qu'est-ce que vous avez vu? Bonsoir Ducresse, je dois dire que je suis arrivé sur le terrain parti de Yaoundé quelques temps après l'accident et emprunté la route par Macaque et autres. Je suis arrivé sur les lieux aux alentours de 18h30, 19h. Les secours s'étaient déjà mobilisés et les témoignages reçus sur place indiquent que les premiers à porter secours aux victimes, c'était les populations riveraines qui se sont mobilisées, disent-ils, de façon extraordinaire pour essayer de sauver le maximum de vies. Lorsque nous arrivons, nous trouvons là une mobilisation à la fois des forces de sécurité, les pompiers, la police, la gendarmerie, l'armée qui s'est déployée à travers un certain nombre de ces unités opérationnelles. Et à l'hôpital des Écas, c'était pratiquement le branle-bas général. Sur le site même de l'accident, c'était une image de quasi-apocalypse, des wagons couchés sur les rails, le ballast un peu partout, et on avait des personnes qui étaient totalement désemparées, ne retrouvant pas des proches ayant embarqué dans ce train-là. J'ai également retrouvé sur place des membres du gouvernement qui avaient pris un hélicoptère de l'armée pour s'y rendre et qui ont pris la décision là ce soir-là
de faire rapatrier sur Yaoundé et les blessés et les victimes dans un train spécial qui avait été affrété à l'occasion. Donc voilà, en gros, l'image que j'ai trouvée à Ezeka ce soir-là, et d'autres passagers hors de danger étaient embarqués dans des bus pour regagner. Est-ce que vous avez l'impression, Éric Benjamin Lemaire, que ces opérations de secours ont été bien organisées, bien coordonnées? On ne peut pas... Et surtout coordonnées à temps. Le Cameroun, je pense, n'a pas l'expérience de ce type de drame ferroviaire à ce niveau. On a connu des déraillements, mais d'ampleur vraiment modeste. Mais je pense que tout était prévu pour que ce drame-là complique la tâche des secours, parce que Ezeka Nissou soit un hôpital capable d'accueillir un flux aussi important de patients. Le personnel de cet hôpital-là ne soit pas sûr que malgré sa bonne volonté, sa bonne formation, ait les capacités opérationnelles nécessaires pour faire face à ce type de déploiement. Il y a eu également la difficulté d'accès à Ezeka. La route de l'Axelo Yaoundé-Douala avait été coupée dès les premières heures de la journée, ce qui fait que rallier, aider pour les équipes de secours, Ezeka pour les équipes de secours parties de Douala et de Yaoundé, c'était la Croix et la Bannière. L'armée a déployé un hélicoptère pour pouvoir poser sur le site des équipes médicales, et je pense que ce sont des éléments objectifs qui peuvent nous amener à dire que la prise en charge dès le premier moment de l'accident a été rendue très compliquée, par le fait que Ezeka dispose pas de structures appropriées pour ce type de désastre, et de deux, les voies d'accès ce jour-là étaient telles que les équipes de secours ne pouvaient pas rallier le site de l'accident dans les délais susceptibles de pouvoir être totalement efficaces. Alors, Roger Ngoyom, la presse a réclamé les résultats de cette enquête à corps et à cri. La représentation nationale en a fait de même. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ce communiqué? Je précise bien qu'il s'agit d'un communiqué et non du rapport dans son entièreté. Tout à fait. Du moment où c'est un communiqué qui reprend succinctement les conclusions du rapport, les rend compte des dispositions prises pour donner suite aux enseignements un peu que cette situation a causé. On espère qu'on aura un jour les détails, parce que il y a pas mal de points qui nécessitent quand même qu'on soit davantage édifié, notamment dans les mises en accusation, comme on l'a fait. Je vous dis, c'est clair qu'à titre principal, comme on l'a dit, on ne pourrait pas plus autre personne ou bien autre entité que l'opérateur Camrail. Mais je pense quand même qu'il y a un faisceau de causes qui, justement, du fait de cet incident, peuvent être mises ensemble pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est arrivé. Donc, je crois que le fait déjà d'avoir au moins ces résultats est une bonne chose. On a l'habitude des commissions d'enquête chez nous qui sont très souvent sans lendemain. Je crois que les mois qu'a suscité cet accident, la pression, pas que la presse, y compris les autres acteurs sociaux, ont mis sur le gouvernement, je pense que c'était le minimum qu'on pouvait en attendre. Donc, c'est une première. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle avec autant de, je ne dirais pas d'emphase, mais qu'on en parle autant. On espère maintenant que déjà sur les causes qui ont conduit à cet accident, on va être davantage exhaustif, parce que j'ai le sentiment que tout ce qui a été mis en avant sont les causes immédiates. Donc, celles qui avaient trait justement au train et aux défaillances que celui-ci présentait et au dysfonctionnement qu'il y a eu dans la prise de décision pour mettre. Mais j'ai su quelque chose que M. Esiga disait, c'est que depuis 2014, on sait que ce train, ces voitures posent problème. Donc, c'est arrivé ce jour-là, ça aurait pu arriver bien avant. Et on a quand même laissé que ça fonctionne pendant 2 ans. Je crois que ça fait partie des éléments qui interrogent quand même. Alors, Maître Fodjou, pour les hommes de loi, ces résultats d'enquête constituent l'élément de base qui était attendu dans le cadre de l'imputation des responsabilités et même de l'ouverture des droits et des indemnisations?
Absolument. Je tiens d'abord à saluer les familles des victimes, dont un confrère jusqu'à aujourd'hui n'a pas retrouvé le corps de son épouse qui était dans ce train, M. Tisakekwa Thomas, qui est un doyen de notre corps. Je dois dire que, comme dans le cas des accidents de circulation, ce sont les procès-verbaux de constat d'accident qui permettent le déclenchement des procédures, que ce soit les procédures pénales en indemnisation, que les procédures pénales pour des poursuites pour des homicides involontaires ou de faute de maîtrise, que les indemnisations devant les juridictions civiles et même la saisine des assureurs. Donc c'était la pièce essentielle qui a été attendue, et vous vous en doutez, depuis des mois, les personnes victimes de ces accidents étaient dans l'attente de ces rapports. Alors, il y a une personnalité, le ministre des Transports, pour ne pas le nommer, qui a été mis plusieurs fois sur le banc des accusés. Est-ce qu'on peut dire, après lecture de ce communiqué, que lui est exempt de toute faute, de toute responsabilité? Quel est le point de vue de l'homme de loi après lecture de ce communiqué-là? Tout d'abord, je vais commencer par dire, nous n'avons pas l'intégralité du rapport pour savoir quelles sont les personnes qui, à titre subsidiaire, sont indexées. Mais il faut, pour revenir sur votre question proprement dite, il faut savoir qu'à chaque catastrophe intervient le politique. Le politique, lui, qui trouve des moyens peut-être pour pallier les insuffisances ou les manquements observés dans tel ou tel secteur. Ce n'est pas l'acte du politique qui déclenche le phénomène qu'on a observé dans la prise de décision ce matin-là au niveau de la Camraille. Je dois rappeler à titre de rappel et insister là-dessus que même la Cameco avait été saisie, je crois, pour multiplier les dessertes de la ville de Douala. Donc, la décision de procéder à ce que l'expert a décrit tout à l'heure n'appartient pas au ministre des Transports. Le ministre des Transports est un homme politique qui doit chercher à, sans doute, par son rôle et sa fonction, à résorber les insuffisances de transport observées ponctuellement et à la suite d'une catastrophe. On ne peut pas techniquement et juridiquement dire que le fait pour le ministre des Transports, s'il y a eu une décision écrite ou un ordre de procéder à des départs de train ou de trouver des solutions pour rallier Douala, constituait des décisions qui devaient permettre à Camraille, qui connaissait déjà ce problème de mauvais attelage, en tout cas signalé depuis 2014, comme l'a relevé l'expert, qui connaissait ce problème, de mettre ce train en marche. Je dois rappeler, pour ceux qui ont connu la régie Fercam, qu'il y avait plusieurs solutions. Il y avait plusieurs solutions qui pouvaient être le départ de 2 trains à intervalles réguliers, ou la remise en marche du système de croisement que nous avons observé et qui a fait la fierté et la beauté de la ville d'Ezeka. Souvenez-vous, dans les années 90, il y avait 2 trains par terre de Douala. Et les 2 trains arrivaient à Ezeka pour permettre aux 2 trains de se changer de voie. Moi, j'ai vécu cette époque-là. C'était une très belle époque. La ville d'Ezeka, d'ailleurs, a beaucoup perdu du fait de l'absence de ce croisement. Mais je dis, il était question de trouver le meilleur moyen pour permettre aux populations de rallier en toute sécurité. Parce que nous sommes en matière de transport. Notez qu'en matière de transport de véhicules automobiles, aériens ou ferroviaires, la sécurité du transporteur est l'élément de base du contrat de transport. Alors, Benoît Siga, à la suite de Maître Fodjou, vous m'avez dit lorsque nous préparions cette émission que le conducteur n'aurait pas dû partir et que le fait qu'il ait même demandé une autorisation de partir ne l'exempte pas de sa faute ou de ses responsabilités, tout comme la hiérarchie de Camraille, on l'a dit il y a quelques instants, était au courant depuis quelque temps déjà que ces trains chinois, entre guillemets, étaient des trains à problème. Des voitures chinoises, autant pour moi, étaient des voitures à problème. Oui. Vous, à la place du conducteur, vous n'auriez pas bougé? Ben, pas du tout. J'aurais préféré être licencié que d'aller me faire tuer. Est-ce que vous pensez que le conducteur avait la pleine mesure de ce qui se passait? Est-ce qu'il avait les mains suffisamment libres pour dire je ne démarre pas? Oui. Le conducteur, lorsqu'il a son train, il est le patron du chemin de fer. Parce que le chemin de fer, c'est le train qui roule. Et le train qui roule, c'est le conducteur qui le tire. C'est pas un chauffeur, c'est un conducteur qui connaît non seulement les éléments techniques moteurs, mais les questions
comme le freinage, comme les voitures voyageurs, comme le rail, et tout ce qui concerne en tout cas le chemin de fer dans son aspect technique pour faire partir le train en toute sécurité. Je précise en toute sécurité. La sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que tous les contrôles nécessaires n'ont pas été faits? Non. Ben, la preuve, le communiqué du chef de l'État décrit bien des défaillances qu'il y a eu. Et donc, je viens de vous dire que depuis 2014, en tout cas, date de la mise en service de ces voitures-là, il y a eu des dérives qui auraient pu aboutir à des catastrophes. N'eût été un certain nombre de phénomènes qui ne pouvaient pas concourir à ce qu'il y ait catastrophe, mais où justement l'amplification des phénomènes de ce jour-là a permis que le train aille dans le décor comme cela a été le cas, je le regrette. Mais je dis encore, chacun à son niveau aurait dû prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on forme le conducteur comme l'aviateur, c'est-à-dire le pilote, ben, on le forme pour être responsable de la sécurité des biens et des personnes. En fait, il est plus que le directeur général. Parce que c'est lui qui, en fait, porte sur son dos l'entièreté de tous les biens transportés et des personnes. Alors, sa formation doit justement aller dans le sens de lui donner cette responsabilité. J'imagine que cette responsabilité lui a été inculquée. Si elle ne l'a pas fait, c'est également une... Est-ce qu'il aurait pu dire non à sa hiérarchie qui a déjà donné le OK? Bien sûr, bien sûr. C'était même la moindre des choses. Dire non, je ne peux pas aller avec ça. Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui explique que la hiérarchie de Camrail, sachant qu'il y avait ces problèmes, ait décidé quand même d'envoyer le train? Ben, il faudrait peut-être leur poser la question. Moi, je ne sais rien, de toute façon. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, maître, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps pour moi d'interroger Éric Benjamin Lamère sur, de faire un petit rappel. Le 24 octobre, sur une chaîne concurrente, le président du conseil d'administration de Camrail aurait dit ceci: le système de freinage a été vérifié, la base de Douala a été saisie, a donné son OK après vérification, ce qui est fait tous les jours. Ces affirmations, aujourd'hui, lorsque vous les réalisez, quel est le sentiment que vous avez? Est-ce que vous avez l'impression que les téléspectateurs, parce que ces propos ont été repris sur ce plateau, peut-être pas de la même manière, mais ils ont été repris sur ce plateau. Est-ce que vous avez l'impression que le public a été floué? Si on est d'accord que ce train pose problème depuis 2014, ça veut dire que le public est floué depuis 2014. Et pour revenir sur la déclaration du président du conseil d'administration, dont vous faites mention il y a un instant, il n'est pas technicien à sa décharge. On peut penser qu'il ne fait que répercuter les éléments qui nous sont remontés par des responsables à des niveaux inférieurs, ce qui n'évacue pas la question que vous posez. Mais je pense qu'il faut établir les responsabilités. Camrail est responsable à titre principal. Le dit, c'est proprement enfoncer une porte béante. Parce que c'est évident, c'est lui le transporteur. Maintenant, il faut aller au-delà de cette responsabilité immédiate. Parce que faut pas qu'on oublie que le transport voyageur dans le contrat de concession relève de l'État. Et c'est d'ailleurs le parent pauvre du transport ferroviaire au Cameroun. Il y a un comité voyageur qui est mis sur pied. Ça veut dire que est-ce que Camrail pouvait faire autrement que ce qu'il a fait? Je veux défendre personne, mais tu lui dis que il faut pouvoir interroger ce moment précis de cette journée-là. Parce que lorsque la route se coupe, il y a une affluence extraordinaire. Imaginons que ce train soit arrivé à bon port. On aurait félicité tout le monde. Mais ce train, l'affluence était telle que, peut-être, par manque de lucidité des responsables au niveau de Camrail ou à d'autres niveaux ont décidé de rallonger le train. Je voudrais indiquer tout de même un élément. Moi qui ai été un passager du train pendant de longues années, du temps où j'étais à l'extrême nord, il me souvient que lors des périodes de grande affluence, cette opération
d'adjonction de nouvelles voitures, c'est une opération régulière. Donc, peut-être que, au regard de l'affluence de ce jour-là, on s'est dit que c'est une affluence comme on en voit souvent pendant les périodes de fin d'année et que les décisions étaient prises. Maintenant, ça a conduit au drame que l'on regrette aujourd'hui. Il faudrait pouvoir... Juste oui, allez-y en quelques mots. Oui, Benoît, sauf que lorsqu'on fait adjonction, à ce niveau-là, il faut que tous les éléments soient harmonieux. C'est-à-dire que le système de freinage soit le même partout. Or, dans le cas d'espèce, ce n'était pas la même chose. On a mis ensemble des voitures qui n'étaient pas compatibles avec d'autres et finalement, c'est devenu, excusez-moi le terme, un OPEP, à ciel ouvert, qu'on a mis depuis 2014. Je vous le dis. Alors, Maître Fodjou. Oui, je tenais à dire, à préciser, si vous avez lu le communiqué de la Camraille, la Camraille, contrairement à peut-être aux premières déclarations du président du conseil d'administration dont vous avez fait allusion, pose un autre problème et renvoie cette fois la responsabilité aux constructeurs de voitures chinoises. C'est une lecture qui découle de leur communiqué, qui vous dit nous allons rechercher... Mais cette posture-là n'est pas opposable aux victimes. Non, aucunement. Aucunement. Elle n'est même pas opposable aux victimes. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez l'échelle des responsabilités telle que vous avez développée avec celle du conducteur, il y a la responsabilité de la prise de décision qui dépend du management de la Camraille au moment de l'incident, c'est-à-dire depuis le matin jusqu'à l'instant de l'accident. Et puis, notez bien que tous les rapports d'expertise, y compris celui de M. Essia, font allusion à la réserve émise par le conducteur de ce train. Il a expressément émis des réserves. Et donc, ceux qui vont prendre la route sont responsables. À titre individuel? À titre individuel sur le plan pénal. Et notez bien que la responsabilité de la Camraille telle qu'elle est dite aujourd'hui, avec la loi du 12 juillet 2016 qui a introduit au Cameroun la responsabilité pénale des personnes morales, la responsabilité pénale, je dis, la Camraille n'est pas simplement aujourd'hui civilement responsable des condamnations pécuniaires, mais elle peut être pénalement condamnée du fait des actes de ses dirigeants, de ceux qui ont pris des décisions ce matin-là. Et ces personnes, individuellement et cumulativement, avec la responsabilité pénale de la personne morale, doivent également répondre de leurs actes sur le plan strictement pénal. Alors, Roger Ngoyom, c'est vrai que vous vouliez prendre la parole il y a quelques instants. Je voudrais en même temps vous poser cette question. Le communiqué est muet sur le bilan consolidé de cette catastrophe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un élément ou une information capitale qui manque à l'appel? Avant que d'y venir, moi je voulais dire un mot sur cette question de responsabilité. Je crois que là, il y a quand même une chaîne de responsabilité. Jusqu'ici, ce qui a été dit de manière plus ou moins claire dans le communiqué relève de la responsabilité de l'opérateur, mais sur des questions d'ordre pratique, d'ordre technique. Mais on a parlé de la chaîne décisionnelle. Éric Benjamin faisait remarquer, et ça a raison, que dans la concession, le transport passager relève de l'État. Et il y a tous les mois, justement, une instance qui planche, et je suis quand même surpris d'apprendre ici que depuis 2014, que les défaillances de ces voitures ont été relevées, et qui ont certainement, je ne m'imagine pas que à ce niveau-là, on n'en a pas eu connaissance, et que pour ce qu'on a dû suivre ça et là, vous avez évoqué tout à l'heure le ministre des Transports, je pense que dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posaient ce matin-là, on l'a bien suivi, il a suggéré, pour dire le moins, à Camraille de faire un effort pour faciliter la tâche aux personnes qui devaient se lever. Je suis quand même surpris. Mais cette suggestion ne voulait pas dire mettez ensemble les voitures chinoises et les voitures... Après, il y a la mise en œuvre dont on voit bien... Qui relève de Camraille. Qui relève de Camraille, dont on voit bien qu'elle a été une catastrophe. Donc, je veux dire que si depuis 2014, on a joué ainsi avec la vie des gens, je me dis qu'il y a quand même un vrai problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Rapidement. Lui, là, on parle de causes. Il y a des causes immédiates, mais il y a des causes, en l'occurrence, elle n'est même pas si lointaine. Pourquoi il y a cette affluence? C'est parce qu'il y a un incident sur la route.
Mais l'incident lui-même, il tient de quoi? D'un ensemble de négligences dans les questions d'entretien. Parce qu'on a bien dit qu'il y a eu une alerte répétée sur ce point qui a cédé ce matin-là, au moins un an avant. Alors là, je veux dire qu'après, il faudra bien qu'on remonte. Je veux dire que le communiqué, il n'est pas suffisamment clair. Alors, sur la question des victimes, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas réglé. On a dit 80 personnes ou moins de 80. C'est clair que si le communiqué lui-même ne vient pas de manière ferme sur ce bilan, c'est qu'il est possible que ce ne soit pas le bon. Donc ça reste une question encore à élucider, du point de vue notamment des morts. Les blessés encore, on peut en compter. J'en parle à dessein. Là-dedans, j'ai 3 personnes qui sont décédées et une personne qui est gravement blessée. Donc je parle en tant que victime collatérale de cette affaire et qui a justement de bonnes raisons d'être en colère, notamment contre l'opérateur. Mais pour autant, il faut être lucide. Voilà, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Comment les victimes directes et collatérales réagissent à la publication du communiqué relatif à l'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA. C'est le sujet de notre zooming de ce soir que signe Martine Noël Dengue. Tous, jusqu'à ce mardi, s'étaient mis en mode veille et oubli. Et Zeka, son drame, était enfui sous plusieurs couches d'émotions qu'on évite de réveiller. Nous avons pu reprendre goût à la vie, si on peut dire ça comme ça. Essayer de penser les plaies, de penser les souffrances, de passer à autre chose. Et puis la touche du président Paul Biya, qui d'abord indique un coupable, mais ensuite prodigue le geste qui sauve 1 milliard de francs CFA aux victimes. Dans un état de choc, souvent les gens ne réalisent pas, quand bien même ils sont aidés. Mais lorsque quelqu'un a retrouvé sa lucidité et qui est un élan de cœur qui se manifeste par une telle précision, cela ne peut que nous donner satisfaction. Le plus important est que cette aide soit distribuée de manière objective à toutes les personnes concernées et que cela vienne en aide à nous, les sinistrés. Ce ne sera jamais que de l'argent, le chef de l'État le sait. Dans un second élan de cœur, il institue une place du souvenir, la stèle qui va être construite sur ce site où errent les esprits de leurs proches depuis ce 21 octobre 2016. Cela traduira ce malheureux événement que nous aurions eu dans notre pays et permettrait aux enfants de s'en souvenir, même après nous. Il y a enfin le procès contre le coupable désigné, mais à quoi bon semble-t-il dire? Jusque-là, on avait l'impression qu'il fallait qu'on trouve nous-mêmes la solution au problème. Maintenant que le chef de l'État a publié le rapport, nous pensons que, à notre niveau, le premier grand pas, sinon la totalité du problème, est même résolu. Parce que pour nous, Maeva ne reviendra plus, mais il fallait au moins que nous en tirions les bonnes conséquences. Et c'est cela qui nous a un tout petit peu arrangé dans l'esprit de nous dire, au moins, elle repose en paix, parce que la nation a reconnu le tort qui a été commis à son endroit, comme à l'endroit de tous ceux qui ont été victimes de cet accident. Chez nous, on dit une faute avouée à moitié pardonnée. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que ceux qui seront reconnus comme responsables de cette catastrophe puissent se placer en face de nous autres victimes et nous demander pardon. Pardonnez donc, essayez d'avancer ensuite, surtout qu'il y a désormais quelques moyens présidentiels. Merci Martine Noël Ndengue. Parmi ces moyens présidentiels qui font partie d'un ensemble d'un train de mesures, permettez-moi d'utiliser cette expression, d'un train de mesures prescrit par le président de la République, un déblocage d'1 milliard de francs CFA en assistance complémentaire aux victimes et à leurs ayants droit. L'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun
et la société Camrail et des 2 avenants conclus en 2005 et en 2008, l'ouverture des discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande présence de l'État dans la dite société, la création à brève échéance de la société de gestion du patrimoine du chemin de fer, la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport, mais également l'érection d'une stèle de souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie, autant pour moi. Donc c'est là quelques-unes des mesures, quelques-unes des prescriptions qui ont été donc décidées par le chef de l'État. Maître Fodjou, parlons maintenant de la réparation. Quelle est la suite de la procédure? Maintenant que vous, les hommes de loi, vous avez un document de base, disons-le ainsi, pour pouvoir travailler, quelle est la suite de la procédure pour les victimes directes et collatérales? Et même pour le concessionnaire. Chaque victime, j'allais dire, prise individuellement, peut désormais solliciter à rentrer en possession de ses rapports et saisir les tribunaux selon son désir, c'est-à-dire soit sur le plan pénal, soit s'adjoindre, parce que nécessairement aujourd'hui, le ministère public, pour des plaintes qui ont été déposées, j'ai souvenir des plaintes déposées par des victimes au parquet des ECA notamment, qui vont nécessairement ouvrir la voie des enquêtes, c'est-à-dire l'imputation des responsabilités, auditionner et ainsi de suite toutes les personnes qui ont été là. Mais pour chaque victime, il faut établir le préjudice. C'est l'heure d'établir le préjudice, c'est-à-dire celui qui est blessé doit pouvoir établir l'incapacité et autres. Les victimes disparues doivent être représentées par leurs ayants droit et solliciter des réparations. Donc on est dans une phase aujourd'hui où les victimes ont donc désormais le support juridique qui sert de fondement à toutes les réclamations qui pourront être faites devant les tribunaux. Notez, il est important de le relever, que l'indemnisation des victimes dans le cas de l'accident ferroviaire ne répond pas au barème du Code des assurances. Parce que ça, c'est très important de le relever. Lorsque vous êtes aujourd'hui victime d'un accident corporel de circulation au Cameroun, vous êtes indemnisé selon ce que vous valez à la société. Parce que au prorata de ce que vous valez, c'est-à-dire il y a un barème, si vous avez un salaire de 1 million, on va pour le préjudice économique calculé en fonction de ce que vous percevez. Et si vous étiez au SMIC, on va donc vous indemniser à hauteur du SMIC qui est aujourd'hui de 36 000 francs. Donc, pour les victimes qui sont identifiées dans le cadre de l'accident, elles peuvent faire des réclamations, non pas qui vont de la réparation intégrale de tous les préjudices qu'ils ont subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Négligence, telle qu'on l'a relevé, c'est l'article 1383 du Code civil. Tout fait quelconque, même par négligence, qui cause des dommages, oblige à réparation. Donc, à ce moment-là, ces mécanismes associés sans doute aux actions pénales qui seront enclenchées permettront que les victimes soient indemnisées au prorata du préjudice subi par chacun, c'est-à-dire des simples blessés aux personnes décédées et sans doute également aux personnes disparues. Tant qu'il est vrai, il faudra démontrer qu'on était dans le train ou on était dans le périmètre. Voilà, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Il appartient aux survivants de prouver qu'ils étaient soit dans le train, soit dans l'entourage. Et cette question est d'autant plus pertinente que dans le cadre des attentats en France, que qu'il s'agisse du Bataclan ou alors de la promenade des Anglais, il y a des gens qui ont dit, je ne voudrais pas dire que c'était des compatriotes, mais qui ont dit qu'ils étaient dans ce voisinage-là, mais qui en réalité n'y étaient pas. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver qu'on était effectivement dans ce train-là ou alors tout à côté, quand on sait par exemple pour ce qui est du train, qu'il y en avait qui n'ont pas pu obtenir leur ticket, donc ils ne peuvent pas prouver qu'ils étaient dans le train. Et il y en a qui ont peut-être perdu leur téléphone, peut-être n'ont pas pu se filmer pour prouver qu'ils étaient dans le train. Comment ils font pour apporter la preuve de leur présence, soit dans le train, soit, je ne sais pas moi, sur la voie ferrée ou le passage du train. Comment ils font? Bien. D'abord, en cette matière-là, la preuve est libre. On peut faire la preuve par tous les moyens. Pour Éric Benjamin, qui était sans doute à Ezeka la nuit, ceux qui ont été enregistrés, tout le moins dans le centre de santé le plus proche, et ainsi de suite, peuvent rapporter la preuve. Je crois d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui,
si quelqu'un venait à se déclarer, ce serait quelqu'un qui a appris qu'il y a 1 milliard de dotation du chef de l'État. Mais pour les victimes qui ont été dans le train, pour la plupart, à mon avis, ont dû être enregistrés et ont dû se faire enregistrer et ont dû prouver par tous les moyens, naturellement, qu'elles souffrent d'un préjudice. Il y a d'abord, on ne peut pas simplement souffrir d'un préjudice, j'allais dire, physique. Oui, il y a des personnes qui sont des traumatismes. Donc, si le docteur Antonin le disait également. D'ailleurs, donc vous pouvez naturellement rapporter par tous les moyens. Il faut bien que les victimes nous écoutent et sachent qu'elles peuvent rapporter les preuves par tous les moyens, y compris par témoignage, qu'elles étaient dans le train. Naturellement, la justice va faire le travail, comme on l'a vu pour les imposteurs du Bataclan ou de la promesse d'ailleurs des Anglais, va pouvoir vraiment trier et chercher si ce sont des imposteurs ou pas. Mais pour celles qui sont victimes et qui ont été enregistrées, je crois que même si elles ne figurent pas sur le manifeste de passagers de Camrail, encore que Camrail avait fait rentrer des guichetières, d'après ce que j'ai pu entendre, dans le train pour payer et pour délivrer des tickets à bord au fur et à mesure du trajet. Donc, à ce moment-là, naturellement, si vous vous retrouvez dans le train à Ezeka et que vous pouvez nous rapporter la preuve par tous les moyens, je dis nous, c'est-à-dire aux hommes de loi, je ne suis pas partie du collectif des avocats des victimes, mais toutes ces victimes doivent se faire identifier, chercher par tous les moyens, y compris par des personnes qui les auraient accompagnées à la gare ce jour-là à Yaoundé, rapporter la preuve qu'elles étaient dans le train. Eric, il n'y a pas de risque d'infiltration? Il n'y a pas de risque zéro. L'infiltration. À Ezeka, il y a une anecdote, une femme qui était confondue parce qu'elle venait chercher son enfant, disait-elle, qui avait disparu pendant... Et au bout de deux, trois questions, je pense que le docteur tenait effectivement, on a pu la démasquer et elle est partie sans demander son reste. Donc, les risques d'infiltration sont réels. Mais je pense qu'à ce jour, on a à peu près le nombre à peu près exact des victimes de cette catastrophe-là. Et j'aimerais revenir sur la question sur le nombre de victimes, parce que ça a donné lieu à beaucoup de fantasmes et beaucoup de... Lorsque nous arrivons à Ezeka, cette polémique est en train d'enfler. Et du moment où les autorités décident de rapatrier toutes les victimes décédées ou non sur Yaoundé, nous faisons le pied de grue à côté du train spécial qui doit embarquer tous ces morts-là, à mesure de pouvoir compter les sacs mortuaires qui amènent des gens. On a entendu des bilans comme 400 morts, machin, qui, de mon point de vue, sur la base de l'observation sur le terrain, des échanges avec le médecin chef de l'hôpital des ECA, me semble totalement surréaliste. La nuit où on a embarqué, la nuit de l'accident, j'ai pu compter entre 54 et 55 sacs mortuaires qui avaient été embarqués dans ce train spécial-là. Je pense que j'ai assisté à toutes les opérations de fouille jusqu'au moment où le dispositif a été totalement levé. Et le lendemain, on a retrouvé, je pense, 10 corps. Le jour d'après, 11. Et le dernier jour, on a retrouvé le corps d'un bébé. Et puis, il y a les équipes du génie militaire et des sapeurs-pompiers qui ont fait une fouille sur environ 1 kilomètre à la ronde, au cas où des gens se seraient éjectés du train fou. Je pense que sur la base de ce bilan de 79-80 qui me semble vraisemblable, il y a peut-être des gens qui sont morts à l'hôpital de leurs blessures, qui demandent à être consolidés. Mais je pense que on a tendance au Cameroun à gonfler les chiffres lorsqu'il y a un accident, mais sur la base de ce que j'ai observé sur le terrain, on est loin, très loin des chiffres un peu faramineux et fous qu'on a entendus ici et là au lendemain de la catastrophe. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Le Railgate se met en place dans la presse cette semaine. L'expression est en une de la nouvelle expression de mercredi pour relancer les débats autour du drame d'Ezeka. Publié mardi par Paul Biya himself, les résultats de l'enquête sur l'accident ferroviaire s'étalent dans le Messager. Le verdict de la commission Yon établit la responsabilité de Camrail dans le quotidien Émergence.
Entre autres raisons, déclinées dans mutation, excès de vitesse, surcharge, système de freinage défectueux et non-considération des réserves émises par le conducteur de train. Parmi les prescriptions de Paul Biya dans Cameroun Tribune, un audit de la concession État Camrail, des sanctions pour les responsables du drame et 1 milliard de francs CFA débloqués pour les victimes. Surpris, le jour cherche l'arnaque derrière la sortie du chef de l'État, celui-là même qui promettait en 2016 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais. 1 an après, le mystère sur les ordinateurs de Paul Biya demeure entier dans le Messager. Le quotidien Violet estime dans sa sortie de mercredi que l'opération Un étudiant, un ordinateur est encore bien loin des rails. Plus concret, le jour a pisté les oubliés du don du chef de l'État. Dans le quotidien, les COPS de Yaoundé 1 espèrent une liste additive. Addition d'expérience pour Issa Yatoué Enongachu, nommé président du conseil d'administration et directeur général de l'Académie nationale de football. Le jour y perçoit une récompense de leur performance et de leur riche carrière dans l'univers sportif camerounais. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. Retour sur le plateau de scène de presse. Alors Benoît Sigal, l'une des mesures prescrites par le président de la République, c'est l'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail, ainsi que les 2 avenants de 2005 et de 2008. Pour vous, il était temps? Je crois que l'opinion s'arrête beaucoup plus sur les questions financières. C'est-à-dire le milliard que le chef de l'État a donné. Mais je pense que cette prescription est l'une des plus fortes que le chef de l'État a pu faire pour reconnaître en fait qu'il y a eu faute et qu'à partir de cette faute, il faut questionner l'ensemble de la procédure qui a conduit à cette concession. Et de ce point de vue, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir. Ensuite, il y a quelque chose qui est passé presque inaperçu et qui est très important également dans le cadre de ce que nous avons dit tout à l'heure concernant l'implication de l'État et le contrôle. C'est cette société de patrimoine qui sera mise en place et qui sera effectivement chargée des investissements et de la modélisation. Comme c'est fait dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de l'eau. Voilà, nous avons l'autorité aéronautique, nous avons l'autorité portuaire. Bon, également, on aura cette société-là qui sera très importante à l'avenir. Maintenant, je pense que l'audit va effectivement permettre de refaire le point sur le déclenchement de la privatisation du chemin de fer depuis 1994 et jusqu'à nos jours, avec tout ce qui concerne les implications au niveau des commissions, au niveau de l'État, au niveau de tout le monde en fait. Ce n'est pas seulement des questions financières, c'est aussi des questions techniques, des questions économiques, des questions politiques. Il faudra le faire. C'est entendu, Roger Goyam. Alors le communiqué parle également d'ouverture des discussions pour une plus grande présence de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État a quelque peu abandonné le chemin de fer entre les mains de Camrail? Bon, la géographie du capital imposait que justement le détenteur de la majorité des actions soit celui qui pilote. Je crois que quand on regarde, l'État est à moins de 20%. Donc il ne peut pas revendiquer une position de grande influence dans cette configuration-là. Donc s'il veut revenir dans une position qui lui permet d'être plus présent, forcément, cela doit... Peut-être à travers la régulation aussi. Tel qu'on dit, sauf si j'en ai eu une mauvaise compréhension, c'est que l'État, au niveau de Camrail, veut revenir à une position qui lui permet d'être, du point de vue opérationnel, directement plus présent. Donc, ce qui va nécessiter qu'il y ait une reconfiguration au niveau du capital. Mais il y a plusieurs aspects. Si c'est pour veiller à ce que l'aspect, si on peut dire social, soit mieux préservé, tant mieux.
Parce que après, on a bien l'expérience de la présence de l'État à une certaine proportion dans un ensemble d'entreprises, parce que on peut tout dire, mais je pense que du point de vue économique, d'un point de vue purement financier, la gestion par cet opérateur privé a montré son efficacité du point de vue purement au niveau. Ça, c'est quand même un secteur, c'était quand même un secteur stratégique. Mais là, ce sont les turpitudes de l'État. Je vous dis que M. Siga a dit qu'il faut revenir à tout le processus de privatisation. Je vous dis, ils ne sont pas venus par eux-mêmes. Ils sont venus parce qu'à un moment, l'État a se montré incapable de gérer correctement le rail à travers la régie. Peut-être que c'était une situation conjoncturelle, peut-être que c'est... Mais je veux dire que la conjoncture n'enlève pas la possibilité d'avoir la projection, de faire de la prospective, de garder le sens de ce qui est stratégique. Donc, si ça a manqué à ceux qui en avaient la charge à ce moment-là, il faut aussi que cet audit mette en cause ceux qui auraient pris de mauvaises décisions à ce moment-là. Donc, je vous dis que après, on va pas faire les choses simplement. Alors, ça, c'est une opportunité. Je crois que on le paye au prix cher, mais c'est quand même une opportunité de nous montrer un peu plus sérieux par rapport aux engagements qu'on prend, par rapport au secteur qui présente un intérêt purement stratégique et qu'on peut laisser comme ça. Ou bien dans les thèmes dans lesquels on les laisse de cette manière-là. Je crois que c'est l'occasion de nous montrer un peu plus attentifs sur ces aspects. Et puis, disons-le, on a quand même un rail qui, du point de vue de sa configuration est visiblement dépassée. Je veux dire que quand on a pris le train ailleurs, on se demande quand même sur quoi on roule. Donc, alors, Éric Benjamin Lamère, au moment où on parle de relecture du contrat de concession, est-ce qu'on peut faire un procès à Camrail sur le respect des termes de ce contrat? Parce que Camrail, c'est quand même de 2009 à 2020, 158 milliards d'investissements qui sont prévus. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un procès à Camrail sur le respect des termes de ce contrat? Qui dit contrat dit deux parties. Si vous faites le procès à Camrail, vous faites également le procès à l'autre partie. Manifestement, lorsqu'il y a audit, ça veut dire que c'est un autre nom du procès. Je pense que le communiqué du SGP est venu remettre la balle au centre. En laissant traîner mes oreilles avant de venir ici, il paraît que l'audit en question aurait commencé il y a déjà un mois de cela. La société de gestion du patrimoine, et c'est prévu dans le DSCE, donc c'était un vieux procès, c'était un vieux projet. Mais je pense qu'il faut que, en saluant cette décision-là, rester lucide, parce que cette décision-là ne sera implémentée que par des hommes. Et il faudrait qu'on s'inspire de l'expérience des autres pays. Il me souvient qu'en France, on a fait l'expérience de la société du patrimoine et qui n'a pas prospéré. Ils sont revenus il y a 2 ans à la société unique. Est-ce qu'on aura l'intelligence de nous inspirer de ce qui n'a pas marché là-bas dans la société de gestion du patrimoine pour éviter que nous nous retrouvions avec un enfant mort-né, compte tenu de la nature de l'activité ferroviaire qui est une nature assez spécifique, assez contraignante et avec des particularités. Donc, il faudrait que, tout en saluant ces mesures-là, que nos camerounaiseries, parce que ce contrat-là a été négocié par des Camerounais, qui sont aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il faudrait qu'on soit conséquent et qu'on sorte de l'émotion, de la joie qu'enfin une commission d'enquête a pu produire un rapport rendu public de manière succincte, mais ça a le mérite déjà d'exister, de battre en brèche une idée largement répandue. Mais il faudrait que les mesures qui sont prescrites dans leur implémentation soient faites de manière sérieuse, efficace, avec une dimension prospective, telle que l'indiquait Roger tout à l'heure, qui nous évite que dans 10-20 ans, nous soyons à revenir sur des contrats que nous avons librement passés. Alors, Maître Fodju, pour finir, jusqu'où l'État du Cameroun peut aller dans la relecture de cette convention de concession? Jusqu'où on peut aller? Sans avoir lu de concession, mais en me limitant aux termes généraux des contrats, il y a des clauses, naturellement, de résiliation anticipée. Même s'il s'agit d'une concession signée et qui a une date, j'allais dire, une échéance, l'audit peut permettre effectivement à l'État de mettre fin à la concession si l'on se rend compte que l'autre partie, du moins même si l'État veut s'exonérer, même si on se rend compte que l'autre partie n'a pas rempli toutes les conditions du cahier des charges. Donc à ce niveau-là, l'audit va sortir un résultat qui devra permettre effectivement que des décisions soient prises et des décisions qui peuvent naturellement, s'agissant d'un secteur stratégique et régalien,
rejaillit sur les autres pans de notre économie qui sont aujourd'hui à la solde des entreprises étrangères. Je ne veux pas vous cacher qu'il est gênant aujourd'hui de savoir que l'eau n'est pas gérée par le Camerounais, par l'État, par les Camerounais, n'est pas distribuée. Voilà. Et même d'ailleurs la concession, si je m'en tiens à un communiqué publié il y a une année, la concession ne sera pas renouvelée à la Camerounaise des eaux. Et donc on a mis fin, on a stopper le renouvellement parce qu'on a sans doute constaté des fautes, mais il y a également le problème dans le secteur de l'électricité on se rend compte effectivement qu'il s'agit de secteurs stratégiques qui ne sont pas maîtrisés par l'État. Voilà, c'est entendu. En une seconde, s'il vous plaît, en une seconde. Si on sort du chemin de fer, on revient à l'origine de ce drame, c'est-à-dire la route. Près d'un an après, si jamais l'axe Yaoundé-Douala est coupé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le train, il n'y a plus, l'avion, il est incertain, les voies de desserte. Eric Benjamin Lamère, mais ce n'est pas le sujet du débat ce soir. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. En focus dans cette édition, Roger Nkododan, le président du Parlement panafricain, après la tenue à Mitterrand en Afrique du Sud de la 4e session ordinaire de cette session, c'était du 7 au 19 mai dernier. Le président de cette chambre présente dans son bilan à mi-parcours, alors que le renouvellement du bureau du Parlement panafricain est prévu l'année prochaine. Roger Nkododan en focus dans cette édition de Scène de Presse. Il y a une certaine fébrilité qui gagne les députés à un an de la fin de mon mandat. Et cette fébrilité n'est pas gratuite. Les gens se rendent bien compte que j'ai apporté en plus au Parlement panafricain. Le Parlement est visible, le Parlement mène toutes ses activités en temps réel et puis de plus en plus le Parlement compte parmi les organes de l'Union africaine. Le projet de motion visait l'élimination des régions qui ont déjà dirigé le Parlement panafricain. La motion n'était pas gratuite, mais malheureusement l'auteur de la motion ne s'est pas rendu compte que même si on commençait la rotation aujourd'hui, les pendules allaient être mises à zéro. Et la solution qu'on a trouvée renvoie à ce que les chefs d'État avaient adopté dans le protocole de Malabo en son article 12, disant que le président serait élu par rotation entre les régions. Jusqu'aujourd'hui, certains pays peinent à avancer dans ce domaine et mettent encore des réserves, mais jusqu'à présent, il n'y a que 14 pays qui ont signé. Mais et 5 seulement ont ratifié et déposé les instruments de ratification. Or, on a besoin de 28 signatures et de 28 ratifications. Le problème qui se pose ici, ça ne peut être que les modalités de ratification dans chaque pays qui peuvent freiner. Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez le protocole n'autorise pas au Parlement de légiférer dans les constitutions des États. Le protocole n'autorise pas au Parlement de parler des domaines de souveraineté dans les États. Donc, je crois que les sujets que les chefs d'État auront préalablement acceptés sont étendus. On pourrait peut-être penser au terrorisme qui est une menace continentale et même mondiale. On peut peut-être penser au changement climatique. Les domaines aussi variés que ceux-là peuvent être discutés par le Parlement panafricain. À chaque fois que je vais dans un pays pour faire le lobby, on me pose quelle est la situation du Cameroun. Je voudrais donc profiter de l'occasion que vous me donnez pour exhorter les autres autorités camerounaises pour que cette ratification devienne effective. Et ça me permettrait d'avoir les coudées franches afin de continuer à plaidoyer auprès des autres pays en montrant l'exemple du Cameroun. Peut être indépendant de l'Union européenne au cas où l'Union africaine puisse trouver les ressources alternatives de financement de ces organes. Mais jusqu'à présent, ce problème est en cours. Les chefs d'État ont décidé de prendre 2,02% des recettes d'importation. Nous allons voir si dans l'avenir l'Union africaine n'a plus d'argent, on peut se détacher petit à petit de l'Union européenne.
je suis candidat à ma propre succession, ce n'est pas un secret. Ça sera un combat assez dur parce que tout le monde se réveille maintenant, il veut diriger le Parlement. Mais je crois que mon bilan pourra jouer à ma faveur. Donc, j'ai pas de souci, je suis candidat à ma propre succession en 2018. C'était donc là le président du Parlement panafricain, notre compatriote Roger Nkododan, qui faisait donc là le bilan de son mandat à 1 an du renouvellement du bureau du Parlement panafricain. Place aux une du lundi et nous retrouvons Agnès Solange Abessolo. Agnès Solange, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Alors, l'actualité économique domine largement donc dans la presse locale en ce début de semaine. Quelques colonnes également sont consacrées au traitement de l'actualité ferroviaire des ECA, notamment les responsabilités établies et les leçons à tirer. Alors, on entre de plein pied avec ce ton dénonciateur de mutation qui brosse autour de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Des mots pour expliquer comment les multinationales font perdre l'argent à l'État. Mutation écrit que plus de 4200 milliards de francs CFA ont été perdus en 9 ans, soit l'équivalent de l'aide publique au développement. Constat a été fait lors de la récente conférence internationale des Yaoundé sur les flux financiers illicites. Le quotidien poursuit les débats, le financier d'Afrique aussi, mais avec la Banque centrale qui met sur pied un nouveau dispositif d'apport de liquidation, de liquidité donc aux banques. Nous apprend donc le journal du Monde économique. La BEAC aurait donc créé une mesure lui permettant de prêter de l'argent en cas de crise financière face à la demande constante et pressante des pays de la sous-région Afrique centrale. Une décision saluée au moment où l'on parle de la chute des transferts de la SNH au Trésor public en 2016. Eco-Matin plaque l'info en première de couverture en parlant notamment des hydrocarbures. Le journal poursuit que l'entreprise publique pointe du doigt la baisse des prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Une épreuve qui en rappelle une autre, l'accident ferroviaire des ECA. Eco-Matin s'interroge sur les responsabilités et titre Bolloré, seul responsable ou victime. Un autre point de vue, celui de l'essentiel. Camaraï accuserait donc la locomotive tout en acceptant les conclusions de la commission Yan. Alors que Eco Santé déclare que le cabinet de soins La Miséricorde de la ville des ECA est toujours en attente de réhabilitation. Un cabinet qui a accueilli les premières victimes du drame des ECA. Et puis, alors qu'en ce qui concerne le procès du consortium, l'anecdote titre « Les leaders anglophones bientôt libérés ». Voilà Lucrèce pour les unes de ce lundi 29 mai 2017. Je vous donne rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange Abessolo. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci, Monsieur, d'être venu. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Il est le patron du chemin de fer. Parce que le chemin de fer, c'est le train qui roule. Et le train qui roule, c'est le conducteur qui le tire. C'est pas un chauffeur. C'est un conducteur qui connaît non seulement les éléments techniques moteurs, mais les questions comme le freinage, comme les voitures voyageurs, comme le rail, et tout ce qui concerne en tout cas le chemin de fer dans son aspect technique pour faire partir le train en toute sécurité. Je précise en toute sécurité. La sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que tous les contrôles nécessaires n'ont pas été faits? Non. La preuve, le communiqué du chef de l'État
décrit bien des défaillances qu'il y a eu. Et donc, je viens de vous dire que depuis 2014, en tout cas, date de la mise en service de ces voitures-là, il y a eu des dérives qui auraient pu aboutir à des catastrophes. N'eût été un certain nombre de phénomènes qui ne pouvaient pas concourir à ce qu'il y ait catastrophe, mais où justement l'amplification des phénomènes de ce jour-là a permis que le train aille dans le décor comme cela a été le cas, je le regrette. Mais je dis encore, chacun à son niveau aurait dû prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on forme le conducteur comme l'aviateur, c'est-à-dire le pilote, ben, on le forme pour être responsable de la sécurité des biens et des personnes. En fait, il est plus que le directeur général, parce que c'est lui qui en fait porte sur son dos l'entièreté de tous les biens transportés et des personnes. Alors, sa formation doit justement aller dans le sens de lui donner cette responsabilité. J'imagine que cette responsabilité lui a été inculquée. Si elle ne l'a pas fait, c'est également une... Est-ce qu'il aurait pu dire non à sa hiérarchie qui a déjà donné le OK? Bien sûr, bien sûr. C'était même la moindre des choses. Dire non, je ne peux pas aller avec ça. Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui explique que la hiérarchie de Camrail, sachant qu'il y avait ces problèmes, ait décidé quand même d'envoyer le train? Ben, il faudrait peut-être leur poser la question. Moi, je ne sais rien, de toute façon. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, Maître, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps pour moi d'interroger Éric Benjamin Lamère de faire un petit rappel. Le 24 octobre, sur une chaîne concurrente, le président du conseil d'administration de Camrail aurait dit ceci: le système de freinage a été vérifié, la base de Douala a été saisie, a donné son OK après vérification, ce qui est fait tous les jours. Ces affirmations, aujourd'hui, lorsque vous les réalisez, quel est le sentiment que vous avez? Est-ce que vous avez l'impression que les téléspectateurs, parce que ces propos ont été repris sur ce plateau, peut-être pas de la même manière, mais ils ont été repris sur ce plateau. Est-ce que vous avez l'impression que le public a été floué? Si on est d'accord que ce train pose problème depuis 2014, ça veut dire que le public est floué depuis 2014. Et pour revenir sur la déclaration du président du conseil d'administration, dont je mentionné à un instant, il n'est pas technicien à sa décharge. On peut penser qu'il ne fait que répercuter les éléments qui nous sont remontés par des responsables à des niveaux inférieurs, ce qui n'évacue pas la question que vous posez. Mais je pense qu'il faut établir les responsabilités. Camrail est responsable à titre principal. Le dit, c'est proprement enfoncer une porte béante. Parce que c'est évident, c'est lui le transporteur. Maintenant, il faut aller au-delà de cette responsabilité immédiate. Parce que faut pas qu'on oublie que le transport voyageur dans le contrat de concession relève de l'État. Et c'est d'ailleurs le parent pauvre du transport ferroviaire au Cameroun. Il y a un comité voyageur qui est mis sur pied. Ça veut dire que est-ce que Camrail pouvait faire autrement que ce qu'il a fait? Je défends personne, mais toujours est-il que il faut pouvoir interroger ce moment précis de cette journée-là. Parce que lorsque la route se coupe, il y a une affluence extraordinaire. Imaginons que ce train soit arrivé à bon port. On aurait félicité tout le monde. Mais ce train, l'affluence était telle que, peut-être, par manque de lucidité des responsables au niveau de Camrail ou à d'autres niveaux ont décidé de...
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de haut vol qui décryptent l'actualité en toute liberté. Au menu de ce 429e numéro, catastrophe ferroviaire des ECA du 21 octobre dernier, les responsabilités sont établies. Camrail, responsable à titre principal de l'accident qui a ôté la vie à près de 80 personnes et blessé un demi-millier. L'État n'est pas exempt de tout reproche. Les résultats de l'enquête prescrite par le président de la République ont été rendus publics mardi dernier. Outre l'imputation des responsabilités, le communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République met en exergue les prescriptions du chef de l'État. Déblocage d'1 milliard de francs CFA en assistance complémentaire aux victimes, prise des sanctions appropriées contre les responsables de l'hécatombe, audit de la convention de concession Cameroun-Camrail, décryptage et portée du contenu du communiqué du 23 mai dernier dans cette édition de Scène de Presse. Également dans cette édition de Scène de Presse, vos rubriques habituelles, la revue de presse, le zooming sur les réactions des victimes directes et collatérales du train numéro 152. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. En dehors des plateaux télé comme ce soir, il est presque toujours aussi relax. Normal, Roger Ngonyom est un homme du monde, toujours entre 2 avions et 2 trains. Pour ce qui est des dossiers brûlants, notamment l'accident des ECA, il scrute le fond car un train peut en cacher un autre. Produit de la 33e promotion de l'ESTIC, Roger Ngonyom a été tour à tour reporter puis rédacteur en chef des revues Ici les gens du Cameroun et Ici les gens du Gabon. Ce spécialiste des dossiers brûlants aura certainement son mot à dire sur les coupables identifiés dans la catastrophe des ECA. On peut dire de l'invité que je m'en vais vous présenter qu'il a un train d'avance sur l'actualité chaude. S'il peut quitter son gilet pare-balles, il garde son treillis. Le journaliste de guerre est un habitué des terrains actifs. Et quand il faut aller glaner l'info sur les sites accidentés, Éric Benjamin Lamère est votre homme. Diplômé de la 28e promotion de l'ESTIC, le chef d'ex francophone du site web de la CRTV était l'un des premiers reporters sur le site de l'accident. Le prochain invité n'a jamais manqué de train en 26 ans et pour cause, l'expert a été cheminot, conducteur des trains à la régie Fercam puis à Camrail, ancien cadre chargé des ressources humaines à la Camrail, il est diplômé du centre de formation du CIF. Diplômé en mécanique auto, il a été réquisitionné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête du 21 octobre dernier. Pierre-Robert Fodjou est avocat, conseil en propriété industrielle et membre de l'Union internationale des avocats. Il est diplômé du 3e cycle de l'Université de Limoges. Maître Fodjou est membre de la très convoitée Commission médias et relations publiques de l'International Trademark Association. Son train-train quotidien, c'est la résolution des conflits et pour cause. L'expert est arbitre médiateur certifié de l'OMPI. Il est le fondateur du cabinet d'avocats Fodjou. Merci Christelle. Nos invités sont tous là. Vous pouvez participer au débat sur notre page Facebook SDP officiel. Et maintenant, place nette au débat. Bonsoir Benoît Essiga. Bonsoir madame. Alors, à la suite de cette enquête, est-ce qu'on peut dire que le train numéro 152 était programmé pour dérailler dans le meilleur des cas ou programmé pour tuer dans le pire des scénarios? Peut-être pas pour tuer, mais enfin, tout ce qui s'est passé devait conduire à ce qu'il y ait une catastrophe, de toute façon. Quoi concrètement quand vous parlez de Mais dans le communiqué du chef de l'État, je crois qu'en dehors du fait que le chef de l'État reprend synthétiquement toutes les défaillances qui ont été observées au départ du train, ainsi bien les défaillances humaines que les défaillances techniques,
tout cela conduit effectivement à ce que ce train, à tout le moins, était vraiment programmé pour avoir des problèmes quelque part. Surtout que nous connaissons ce tronçon de voie. Et quand on met ensemble toutes ces défaillances qui ont été décryptées, vous comprenez très bien que à ce niveau-là et surtout à cet endroit-là, on ne pouvait qu'avoir un problème très grave. Alors, lorsque vous parlez des causes, le communiqué fait par exemple état d'une vitesse excessive dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée à 40 km/h, mais le conducteur était à 96 000 km/h, non-respect des règles de sécurité, le train comportait de graves anomalies et défaillances, surcharge du convoi, utilisation d'une motrice dont le freinage était hors service. Alors, je voudrais que nous arrêtions, Monsieur Esiga, si vous le voulez bien, sur l'attelage et sur ce que vous appelez système de freinage inapproprié au contexte camerounais ou alors au rail camerounais. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les wagons dits chinois, les voitures dites chinoises, n'étaient pas conformes dans leur système de freinage à ce qui était généralement autorisé sur le chemin de fer du Cameroun. Parce que dans le chemin de fer du Cameroun, nous avons des voitures qui ont un freinage à semelle, des semelles fortes. Je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas embêter les téléspectateurs sur des questions techniques. Mais avec des semelles fortes, vous avez la possibilité d'absorber la trop grande chaleur et donc de pouvoir éviter aussi que les petites garnitures qui sont dans les disques qui devaient être freinés dans les voitures chinoises puissent se décoller, ce qui a été le cas d'ailleurs, ce qui était toujours le cas. Et donc, c'est tout cet ensemble de problèmes. Et on ne pouvait pas, en fait, penser à jumeler ces deux systèmes de freinage et penser que les choses allaient toujours aller bien. Je voudrais signaler que dès la réception de ces voitures, ce système de freinage a fait l'objet de beaucoup de dialogues entre le constructeur et Camrail. En clair, le problème est connu depuis fort longtemps. Depuis 2014, le problème est connu et les dérives à cet endroit précis sont très nombreuses. Alors, Éric Benjamin Lamère, il y a certes la responsabilité de Camrail qui est présenté comme le responsable à titre principal de cet accident ferroviaire, mais il y a également l'État qui est pointé du doigt dans ce rapport pour ce qui est de l'organisation des opérations de secours. Alors, vous qui étiez sur le terrain ce jour-là, qu'est-ce que vous avez vu? Bonsoir Ducresse, je dois dire que je suis arrivé sur le terrain parti de Yaoundé quelques temps après l'accident et emprunté la route par Macaque et autres. Je suis arrivé sur les lieux aux alentours de 18h30, 19h. Les secours s'étaient déjà mobilisés et les témoignages reçus sur place indiquent que les premiers à porter secours aux victimes, c'était les populations riveraines qui se sont mobilisées, disent-ils, de façon extraordinaire pour essayer de sauver le maximum de vies. Lorsque nous arrivons, nous trouvons là une mobilisation à la fois des forces de sécurité, les pompiers, la police, la gendarmerie, l'armée qui s'est déployée à travers un certain nombre de ces unités opérationnelles. Et à l'hôpital des ECA, c'était pratiquement le branle-bas général. Sur le site même de l'accident, c'était une image de quasi-apocalypse, des wagons couchés sur les rails, le ballast un peu partout, et on avait des personnes qui étaient totalement désemparées, ne retrouvant pas des proches ayant embarqué dans ce train-là. J'ai également retrouvé sur place des membres du gouvernement qui avaient pris un hélicoptère de l'armée pour s'y rendre et qui ont pris la décision là ce soir-là
de faire rapatrier sur Yaoundé et les blessés et les victimes dans un train spécial qui avait été affrété à l'occasion. Donc voilà, en gros, l'image que j'ai trouvée à Ezeka ce soir-là, et d'autres passagers hors de danger étaient embarqués dans des bus pour regagner. Est-ce que vous avez l'impression, Éric Benjamin Lamère, que ces opérations de secours ont été bien organisées, bien coordonnées? On ne peut pas... Et surtout coordonnées à temps. Le Cameroun, je pense, n'a pas l'expérience de ce type de drame ferroviaire à ce niveau. On a connu des déraillements, mais d'ampleur vraiment modeste. Mais je pense que tout était prévu pour que ce drame-là complique la tâche des secours, parce que Ezeka Nissou soit un hôpital capable d'accueillir un flux aussi important de patients. Le personnel de cet hôpital-là ne soit pas sûr que malgré sa bonne volonté, sa bonne formation et les capacités opérationnelles nécessaires pour faire face à ce type de déploiement. Il y a eu également la difficulté d'accès à Ezeka. La route de l'Axelo Yaoundé-Douala avait été coupée dès les premières heures de la journée, ce qui fait que rallier, aider pour les équipes de secours, Ezeka pour les équipes de secours parties de Douala et de Yaoundé, c'était la Croix et la Bannière. L'armée a déployé un hélicoptère pour pouvoir poser sur le site des équipes médicales. Et je pense que ce sont des éléments objectifs qui peuvent nous amener à dire que la prise en charge dès le premier moment de l'accident a été rendue très compliquée. Un, par le fait que Ezeka dispose pas des structures appropriées pour ce type de désastre. Et de deux, les voies d'accès ce jour-là étaient telles que les équipes de secours ne pouvaient pas rallier le site de l'accident dans les délais susceptibles de pouvoir être totalement efficaces. Alors, Roger Ngoyom, la presse a réclamé les résultats de cette enquête à corps et à cri. La représentation nationale en a fait de même. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ce communiqué? Je précise bien qu'il s'agit d'un communiqué et non du rapport dans son entièreté. Tout à fait. Du moment où c'est un communiqué qui reprend succinctement les conclusions du rapport, les rend compte des dispositions prises pour donner suite aux enseignements un peu que cette situation a causé. On espère qu'on aura un jour les détails, parce qu'il y a pas mal de points qui nécessitent quand même qu'on soit davantage édifié, notamment dans les mises en accusation, comme on l'a fait. Je vous dis, c'est clair qu'à titre principal, comme on l'a dit, on ne pourrait pas accuser autre personne ou bien autre entité que l'opérateur Camrail. Mais je pense quand même qu'il y a un faisceau de causes qui, justement, du fait de cet incident, peuvent être mises ensemble pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est arrivé. Donc, je crois que le fait déjà d'avoir au moins ces résultats est une bonne chose. On a l'habitude des commissions d'enquête chez nous qui sont très souvent sans lendemain. Je crois que les mois qu'a suscité cet accident, la pression, pas que la presse, y compris les autres acteurs sociaux, ont mis sur le gouvernement, je pense que c'était le minimum qu'on pouvait en attendre. Donc, c'est une première. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle avec autant de, je ne dirais pas d'emphase, mais qu'on en parle autant. On espère maintenant que déjà sur les causes qui ont conduit à cet accident, on va être davantage exhaustif, parce que j'ai le sentiment que tout ce qui a été mis en avant sont les causes immédiates. Donc, celles qui avaient trait justement au train et aux défaillances que celui-ci présentait et au dysfonctionnement qu'il y a eu dans la prise de décision pour mettre. Mais j'ai su quelque chose que M. Esiga disait, c'est que depuis 2014, on sait que ce train, ces voitures posent problème. Donc, c'est arrivé ce jour-là, ça aurait pu arriver bien avant. Et on a quand même laissé que ça fonctionne pendant 2 ans. Je crois que ça fait partie des éléments qui interrogent quand même. Alors, Maître Fodjou, pour les hommes de loi, ces résultats d'enquête constituent l'élément de base qui était attendu dans le cadre de l'imputation des responsabilités et même de l'ouverture des droits et des indemnisations?
Absolument. Je tiens d'abord à saluer les familles des victimes, dont un confrère jusqu'à aujourd'hui n'a pas retrouvé le corps de son épouse qui était dans ce train, M. Tisakekwa Thomas, qui est un doyen de notre corps. Je dois dire que, comme dans le cas des accidents de circulation, ce sont les procès-verbaux de constat d'accident qui permettent le déclenchement des procédures, que ce soit les procédures pénales en indemnisation, que les procédures pénales pour des poursuites pour des homicides involontaires ou défaut de maîtrise, que les indemnisations devant les juridictions civiles et même la saisine des assureurs. Donc c'était la pièce essentielle qui a été attendue, et vous vous en doutez, depuis des mois, les personnes victimes de ces accidents étaient dans l'attente de ces rapports. Alors, il y a une personnalité, le ministre des Transports, pour ne pas le nommer, qui a été mis plusieurs fois sur le banc des accusés. Est-ce qu'on peut dire, après lecture de ce communiqué, que lui est exempt de toute faute, de toute responsabilité? Quel est le point de vue de l'homme de loi après lecture de ce communiqué-là? Tout d'abord, je vais commencer par dire, nous n'avons pas l'intégralité du rapport pour savoir quelles sont les personnes qui, à titre subsidiaire, sont indexées. Mais il faut, pour revenir sur votre question proprement dite, il faut savoir qu'à chaque catastrophe intervient le politique. Le politique, lui, qui trouve des moyens peut-être pour pallier les insuffisances ou les manquements observés dans tel ou tel secteur. Ce n'est pas l'acte du politique qui déclenche le phénomène qu'on a observé dans la prise de décision ce matin-là au niveau de la Cambraille. Je dois rappeler à titre de rappel et insister là-dessus que même la Cameco avait été saisie, je crois, pour multiplier les dessertes de la ville de Douala. Donc, la décision de procéder à ce que l'expert a décrit tout à l'heure n'appartient pas au ministre des Transports. Le ministre des Transports est un homme politique qui doit chercher à, sans doute, par son rôle et sa fonction, à résorber les insuffisances de transport observées ponctuellement et à la suite d'une catastrophe. On ne peut pas techniquement et juridiquement dire que le fait pour le ministre des Transports, s'il y a eu une décision écrite ou un ordre de procéder à des départs de train ou de trouver des solutions pour rallier Douala, constituait des décisions qui devait permettre à Cambraille, qui connaissait déjà ce problème de mauvais attelage, en tout cas signalé depuis 2014, comme l'a relevé l'expert, qui connaissait ce problème, de mettre ce train en marche. Je dois rappeler, pour ceux qui ont connu la régie Fercam, qu'il y avait plusieurs solutions. Il y avait plusieurs solutions qui pouvaient être le départ de 2 trains à intervalles réguliers, ou la remise en marche du système de croisement que nous avons observé et qui a fait la fierté et la beauté de la ville d'Ezeka. Souvenez-vous, dans les années 90, il y avait 2 trains par terre de Douala. Et les 2 trains arrivaient à Ezeka pour permettre aux 2 trains de se changer de voie. Moi, j'ai vécu cette époque-là. C'était une très belle époque. La ville d'Ezeka, d'ailleurs, a beaucoup perdu du fait de l'absence de ce croisement. Mais je dis, il était question de trouver le meilleur moyen pour permettre aux populations de rallier en toute sécurité. Parce que nous sommes en matière de transport. Notez qu'en matière de transport de véhicules automobiles, aériens ou ferroviaires, la sécurité du transporteur est l'élément de base du contrat de transport. Alors, Benoît Siga, à la suite de Maître Fodjou, vous m'avez dit lorsque nous préparions cette émission que le conducteur n'aurait pas dû partir et que le fait qu'il ait même demandé une autorisation de partir ne l'exempte pas de sa faute ou de ses responsabilités, tout comme la hiérarchie de Cambraille, on l'a dit il y a quelques instants, était au courant depuis quelque temps déjà que ces trains chinois, entre guillemets, étaient des trains à problème. Des voitures chinoises, autant pour moi, étaient des voitures à problème. Oui. Vous, à la place du conducteur, vous n'auriez pas bougé? Ben, pas du tout. J'aurais préféré être licencié que d'aller me faire tuer. Est-ce que vous pensez que le conducteur avait la pleine mesure de ce qui se passait? Est-ce qu'il avait les mains suffisamment libres pour dire oui, je ne démarre pas? Oui. Le conducteur, lorsqu'il a son train,